Salam alaikum. Alaykoum salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur LDC, vous êtes bien avec Hicham et Tarek. Et on se retrouve en fait aujourd'hui pour une petite rencontre qu'on a un petit peu improvisée comme ça, suite à un échange lors de le premier épisode d'Anti-West-West sur la question du verset sur la lapidation et de façon générale sur la façon dont on aborde les hadiths d'un point de vue traditionnel, mais aussi d'un point de vue historico-critique. Et donc, on s'était dit que ça serait pas mal de partir sur un petit débat qui va peut-être plus s'apparenter à un échange, une discussion, parce que un débat, ça présuppose un modérateur, une problématique, des temps de parole, etc. Bon, on s'est dit que ça serait peut-être en période de Ramadan. Là, on n'a pas encore mangé à l'heure où on fait, comme vous pouvez le voir, il fait encore jour. Donc, on s'était dit que ça serait peut-être un petit peu lourd ce format-là et qu'on partirait plus sur une discussion. Et donc voilà, ben, on espère que ça vous plaira et dans tous les cas, ça peut s'inscrire dans cette dynamique de marathon des émissions auxquelles nous sommes maintenant habitués. Donc, bah, écoute, Tarek, salam alaikum à toi. Je suis très Ouais. content de te recevoir. De même, d'être reçu par toi. Voilà, alors peut-être que tu peux, dans un premier temps, éventuellement, nous présenter un petit peu ton ressenti sur ce premier épisode d'Anti-West-West et éventuellement embrayer sur là où les questions que tu as eu envie de poser à l'issue de ce visionnage. Bah, alors, d'abord, anti-West-West, le titre interpelle quand même, hein, parce que l'Ouest-Ouest déjà interpelle, l'anti-West-West encore plus. Bon, et j'ai regardé la vidéo, j'ai rigolé, et j'ai trouvé des points intéressants, des points aussi à redire, et c'est de ça aussi qu'il s'agit, qu'on pourra aussi discuter, et des points très intéressants parce que je pense que tout ce qui contribue à forger l'esprit critique, à prendre de la distance avec soi-même, à ne pas gober tout cru tout ce qu'on nous dit, élève le niveau et nous en avons besoin. Heureusement que sur LDC, on a quand même ces fenêtres d'expression qui existent. Sur peut-être les points les plus intéressants, moi ce qui m'a interpellé tout de suite, parce que j'avais travaillé un petit peu sur le Muwatta de Mhm. l'imam Malik, je rappelle, euh, peut-être je prends le temps rapide Peut-être de nous faire une présenter voilà, de quel présentation. ouvrage il s'agit, qui est l'imam Malik. Alors, je vais prendre quelques instants pour le faire. Comme ça, on est tous au même niveau d'information avec les personnes qui vont regarder ça. Le Muwatta, c'est le premier ouvrage de fiqh et de hadith dans la tradition juridique de l'islam. C'est le premier, c'est-à-dire vient avant un ouvrage qui est beaucoup plus célèbre que le Muwatta et qui est Sahih al-Bukhari. Mhm. On parle souvent de Sahih Bukhari et Muslim. Le Muwatta, on en parle un peu moins. Pourtant, le Muwatta précède ces deux ouvrages. L'imam Malik est bien plus proche du prophète que les Bukhari en termes de chronologie, puisque je crois qu'il est vers le premier siècle après la mort du prophète, après le Hijra. Premier siècle Mhm. après le Hijra. Donc nous avons un ouvrage en quelque sorte salaf au sens de proche des temps prophétiques. Et cet ouvrage a, comme je l'ai évoqué, cette double particularité d'évoquer à la fois des hadiths, rapports de hadiths, donc des faits, gestes et dires du prophète. En même temps, il y a une organisation. Ces hadiths sont agencés d'une certaine façon. Et l'agencement de ces hadiths, les titres, les sous-titres, beb, etc., va donner matière à une réflexion juridique qui sera en quelque sorte la matrice du malikisme. Voilà. Mhm. J'espère avoir Oui, pu oui, c'est très présenter à peu bien. près. Voilà. Ensuite, concernant les points qui ont été abordés dans la vidéo et qui m'ont paru à soulever, il y a eu ce hadith de l'adultère. On est encore en Mhm. train de discuter puisque le débat là-dessus n'est pas terminé. Alors, je t'invite du coup en retour à nous expliquer que dit ce hadith et pourquoi il pose problème. Alors, que dit ce hadith? Donc, bon, bah, je renvoie à la vidéo, hein. Donc, c'est un hadith qui parle d'un couple d'adultères, de juifs adultérins
qui sont venus trouver le prophète et à qui un arbitrage a été demandé. Et donc, en tout cas, dans la version qu'on trouve dans le Muwatta de l'imam Malik, on trouve cette question du prophète. Que trouvez-vous dans la Torah à propos de la lapidation? Ce à quoi les Juifs répondent, enfin, le Juif adultérin répond, on dénonce publiquement les coupables et on les flagelle. Et là, il y a Abdullah ibn Salam, dont on nous dit que c'était un rabbin de Médine qui a reconnu la prophétie de Mohammed, qui se met à hurler tu as menti, il y a la lapidation. Et donc là, on demande d'amener les rouleaux de la Torah, on demande de lire, et donc on a le juif adultérin qui pose la main sur le passage qui contient la lapidation, qui lit ce qui est avant et ce qui est après, d'après le hadith, et donc Abdullah ibn Salam euh, euh, qui intervient de nouveau et qui lui dit enlève ta main. Et donc, effectivement, on trouve qu'il y a un verset sur la lapidation. Et donc, finalement, la peine est appliquée et Abdullah ibn Omar, donc, qui est le rapporteur de ce hadith, dit j'étais parmi les gens qui ont mis à mort ce couple et j'ai vu l'homme se pencher sur la femme. Bon. C'est Alors, atroce. c'est atroce, c'est terrible, et en même temps, il y a ce côté apparemment, je dis bien apparemment, très touchant de l'homme qui cherche à protéger la femme des pierres, mais bon, de toute façon, ils meurent tous les deux à la fin. Et donc, qu'est-ce qui ne va pas dans ce hadith? En fait, rien. Ça, c'est Ah, un élément je dirais, qui est souvent mal compris dans l'approche historico-critique. C'est qu'on ne raisonne pas en termes d'anomalie, en termes de illa, comme on dirait dans les sciences islamiques classiques, donc essayer de voir à l'intérieur d'un hadith s'il n'y a pas un défaut, quelque chose. Non, l'approche historico-critique, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va suspendre les jugements, donc y compris le regard subjectif qui va dire il y a quelque chose qui va, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, quand on parle de suspendre les jugements, c'est-à-dire en fait absolument tous les jugements. C'est-à-dire le simple fait de dire qu'un hadith est un témoignage, par exemple, c'est déjà un jugement. C'est un jugement sur la nature du texte. On a dans la littérature des tas d'exemples de textes qui ont une tronche, entre guillemets, de récits historiques et qui sont en fait complètement fictifs. C'est le principe de la vérisimilitude. Donc, quand on voit ce texte pour la première fois avec une approche historico-critique, la première chose qu'on se demande, c'est à quel type de texte j'ai affaire. Est-ce que j'ai affaire à une fiction? Est-ce que j'ai affaire à un témoignage? Et donc, je renvoie à la première vidéo. La démarche qu'on va déployer, ça va être de voir, tiens, ce récit-là, est-ce qu'il est en cohérence avec le Coran, par exemple? Et on va se rendre compte que le Coran ne parle pas de lapidation. Est-ce que ce passage est en cohérence avec ce qu'on sait de l'anthropologie arabe, et notamment le fait que, contrairement à une idée reçue, les tribus arabes, enfin, le système tribal arabe est un système où la violence était assez bien régulée, c'est-à-dire qu'on ne mettait pas à mort des gens pour n'importe quoi, y compris pour des questions Jupiter. d'adultère, parce que si tu mets à mort quelqu'un, tu as le risque d'avoir sa tribu sur le dos et les alliés de cette tribu sur le dos. Donc, dans la mesure du possible, on cherche à limiter la violence pour éviter On les évite guerres la vendetta. intertribales. On évite la vendetta. Donc, une fois ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une forme de critique externe, en fait. C'est-à-dire, j'essaye de voir, je ne suis pas encore rentré à l'intérieur du texte, j'essaye juste de voir si, d'un point de vue macroscopique, en quelque sorte, ce texte est cohérent avec des éléments extérieurs sur lesquels on a plus ou moins d'infos. Et alors après, une fois qu'on a procédé à cette critique externe, on procède à une critique interne, où là, effectivement, on va prendre le microscope et on va regarder la structure du hadith. Et effectivement, dans cette version du Muwatta de l'imam Malik, et c'est ça qui avait engendré l'échange entre toi et euh, moi, je trouve que cette question de Muhammad, que trouve-t-on dans la Torah à propos de la lapidation, est incohérente, parce que la réponse des Juifs a consisté à dire nous dénonçons les coupables et nous les flagellons. C'est-à-dire que
la réponse des Juifs ne répond pas à la question de Mohammed. Et j'avais donné cet exemple bon, qui est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'était vraiment pour appuyer sur ce qui me semble être un problème. C'est comme si on avait, je ne sais pas, par exemple, Tarek qui dit quelle heure est-il et Hicham qui lui répond il y a du poulet dans le frigo. La réponse ne correspond pas à la question. Et d'ailleurs, et je terminerai par là pour te laisser quand même un peu la parole, Je t'en prie. euh, je ne suis pas le seul à avoir trouvé cette configuration bizarre ou cette question bizarre parce que dans la version qu'on trouve dans le Sahih Muslim, qui est effectivement plus tardive, puisque Muslim est plus tardif que Malik. Mais il me semble que le rédacteur, donc, qui dans le Sahih Muslim, s'est dit que c'était bizarre parce que lui, il a fait poser comme question à Mohammed, que trouve-t-on dans la Torah à propos de l'adultère? Ce qui est effectivement plus cohérent avec la réponse des Juifs, nous dénonçons les coupables et nous les flagellons. Donc voilà, et c'est ça en fait, je dirais, le petit bout de laine en fait qui sort de la pelote et qu'ensuite on déroule petit à petit. Et alors, bon, mais je vais te laisser un petit peu la parole. Je t'en prie. Pas de problème. Alors, pour revenir sur ce hadith et puis la méthode finalement, euh, externe, interne. Bon, donc, Mhm. finalement, on fait deux phases, hein. On prend un texte et puis on essaie d'abord de voir son contexte, les informations qu'on a sur son contexte, en l'occurrence anthropologique, historique de l'époque, pour essayer de comprendre si ça correspond à quelque chose, si le texte se réfère vraiment à quelque chose ou si il y a incohérence. Et s'il y a incohérence déjà à ce niveau-là, il faut la soulever, si j'ai compris à peu près la démarche. Bah, oui, oui, vas-y, Oui. vas-y. Euh, Vas-y, vas-y, vas-y. Ensuite, concernant le texte lui-même, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'implicitement, ce qui est reproché à la tradition ou à la méthode traditionnelle, c'est de partir d'abord du texte et de ne pas tenir compte du contexte. Et peut-être la première chose que je dirais là-dessus, c'est que le contexte, les éléments de contextualisation, au moment où on a affiné cette méthodologie, n'étaient peut-être pas tous disponibles. Donc, on n'avait pas nécessairement les outils qu'on a aujourd'hui pour pouvoir étudier le même texte. Et deuxièmement, la tradition a eu une obsession de la chaîne de transmission qui tient lieu du reste. Hein, parce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas du tout se suffire de ça, mais la tradition insiste beaucoup sur ça. Alors, est-ce que, je poserai d'abord une question avant on va dire, d'attaquer le vif du sujet. Est-ce que, pourquoi ne pas du tout avoir abordé la question de la chaîne de transmission de ce hadith? Alors, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que si tu te limites à une critique des chaînes de hadith, en fait, d'un point de vue historico-critique, ça reviendrait à n'investir que la critique externe, parce que les rapporteurs sont externes au texte. Donc, quand on se limite à cet aspect-là, à un moment donné, il faut rentrer, pour que la critique soit complète, en fait, il faut aussi rentrer dans une critique interne. Euh, donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que il y a eu un ensemble de travaux, je dirais, fondamentaux de l'approche historico-critique qui ont montré que les chaînes de transmetteurs peuvent être considérées comme largement fictives dans les cas qui touchent aux hadiths qui sont plutôt liés aux sciences juridiques. Juste, est-ce Oui. que tu peux citer les noms des personnes qui ont travaillé sur ces questions ou quels sont pourquoi est-ce qu'on suppose que c'est fictif? Pourquoi on suppose qu'il y a eu fabrication de chaînes de transmetteurs? Bah, déjà, alors, les deux chercheurs qu'il faut vraiment absolument lire sur cette question-là, c'est Ignace Goldziher. Ah, mais Euh, c'est pas un ami de l'islam, lui, hein? Ah bah si, justement, quand tu lis un petit peu ces études mohammediennes, pour reprendre le titre traduit en français, Ouais, la première chose qu'il fait pendant, je crois, 5 pages, ouais. c'est témoigner de son respect envers l'islam et remercier les chouyours qu'il a eu à El-Azhar. Parce que les premiers islamologues étaient peut-être, je ne vais pas être très charitable, euh, un peu moins paresseux que certains islamologues aujourd'hui. Ignace Goldziher, quand il s'est intéressé à la tradition musulmane, il a fait ses bagages et il est parti étudier à Al-Azhar pendant plusieurs années. Et donc, la première chose qu'il fait, c'est remercier les chouyours, reconnaître la valeur de l'islam
et considérait que l'islam a une dignité égale à celle du christianisme et du judaïsme, sachant que lui, il était juif de confession. Et ce qu'il dit, en fait, c'est que tout simplement, on a des témoignages de personnes qui disent qu'ils ont inventé des hadiths pour pousser les gens à faire du bien. Donc, pour pousser les gens, par exemple, tu vas trouver des hadiths qui vont dire celui qui répète 70 fois je ne sais pas quelle sourate ou autre le vendredi, il aura je ne sais quelle récompense. Donc, ces gens-là disent oui, effectivement, j'ai menti, mais j'ai menti pour la bonne cause. C'est-à-dire, grâce à moi, maintenant, il y a des gens qui ont plus récité le Coran. Et, et le deuxième auteur qui est important, c'est Joseph Chartres, qui lui, par contre, Protection. effectivement, était peut-être un peu plus critique que Goldziher. Je crois qu'il était anglais, lui, non? Alors, il était d'origine allemande et il s'est exilé effectivement en Grande-Bretagne lorsque le nazisme a commencé à émerger, quoi. Il n'était pas d'accord avec l'idéologie nazie, même si lui, en tant que pur arien, il n'avait rien à craindre, mais il n'était pas d'accord avec ce régime et il est parti se réfugier donc en Angleterre. Et donc, c'est vrai que maintenant, on le connaît plus comme islamologue britannique. Ouais. Et lui, en fait, tout simplement, il montre que des chaînes de transmetteurs ont été rafistolées d'un ouvrage à l'autre, d'une recension à l'autre. Par exemple, on pouvait trouver des hadiths qui avaient un trou dans la chaîne de transmetteurs, par exemple dans le Muwatta de l'imam Malik ou dans d'autres. Et quand tu vas voir la même version dans le Bukhari, tu vas voir que la chaîne de transmetteurs a été bouchée. Donc, ça invite à une certaine méfiance. Ouais. Et donc, ça ne veut pas dire que l'étude des chaînes de transmetteurs est nulle et non avenue. D'ailleurs, j'ai posté l'article d'Alfred Louis de Prémar qui a beaucoup travaillé sur cette question de la lapidation et Ouais. il épluche les chaînes de transmetteurs. Et il essaye de voir par qui passent les traditions. Est-ce qu'il y a des noms qui reviennent tout le temps? Et donc, du coup, est-ce qu'on a affaire à plusieurs versions ou est-ce qu'on a affaire à une version, mais qui s'est transmise sous plusieurs versions, enfin, sous plusieurs chaînes, etc. Mais ce n'est pas le cœur de la méthode. Et alors, le deuxième problème qu'on peut avoir quand on est historien et qu'on regarde un petit peu les critères de critique des transmetteurs de hadith, c'est le fait qu'on n'a pas de suspension justement de jugement qui est importante pour l'historien. C'est-à-dire, par exemple, il y avait des gens qui ne rapportaient pas de hadith parce que le transmetteur était chiite, par exemple. Un Ouais. historien va partir du principe qu'on peut être chiite et rapporter quelque chose de correct. Ouais. Euh, la- Parfois, ou alors, des fois, c'était des termes qui étaient un peu plus généraux, c'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un était considéré comme mubtadi', c'est-à-dire innovateur, on ne prenait pas les hadiths de lui. Ça, par exemple, on a des témoignages qui disent que l'imam Malik ne prenait pas les hadiths de gens qui étaient considérés comme innovateurs. Le problème, c'est qu'innovateur, c'est comme hérétique chez les chrétiens. Ça désigne des groupes de personnes qui, on ne sait pas trop s'ils sont désignés comme ça pour des raisons politiques ou pour des raisons vraiment religieuses. Et encore une fois, on peut considérer qu'une personne n'a pas la croyance orthodoxe, droite, etc., mais rapporter des choses correctes sur le plan de l'histoire. Et oui. Alors, sur la question de l'imam Malik, Mhm. euh, à la fois pour aller dans ce sens et en même temps pour quand même apporter une nuance, l'imam Malik n'a pas rapporté tous les hadiths qu'il a entendus. Cela va sans dire. Il y a une fameuse citation euh, qui parle de lui et qui dit j'ai vu la science des hommes augmenter, mais celle de l'imam Malik se réduire au fur et à mesure que le temps passait. Pourquoi? Parce que, en fait, pour rédiger le Muwatta, qui lui a pris, il me semble, 40 ans de sa vie, c'est pas rien. Oui, c'est le travail d'une vie, oui. Et pour rédiger le Muwatta, l'essentiel de son travail, c'était la délétion, la suppression, enlever, retrancher, et non pas ajouter, 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 non pas l'inflation, l'augmentation. Bon. Donc, quelque part, là où j'aimerais apporter une nuance, c'est quand on enlève, on critique, on enlève selon des critères. Donc, on a Mhm. quand même un recul, peut-être pas les mêmes critères qu'aujourd'hui, mais selon des critères de l'époque. Et j'en citerai un. Il y a un hadith que l'imam Malik savait être sahih, qu'il n'a pas rapporté. Et il n'a pas rapporté ces hadiths pour une raison assez étrange. On trouve ça chez Zahabi. Hein. Il ne l'a pas rapporté parce que il a dit, si je l'avais rapporté,
ça aurait perturbé la Oumma, ça aurait perturbé les gens. Et donc, là, on voit bien que l'idée d'utilité euh, publique, d'intérêt général, guide quand même le travail du muhadith. Ce n'est pas simplement un travail de savoir pour savoir, non, c'est un travail de connaissance pour une pratique. Et c'est peut-être là où il y a une différence entre l'historien et le muhadith. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le but de l'historien, en fait, ça n'est pas à un moment donné de dicter la norme, en fait. Norme au sens vraiment très large, c'est-à-dire ce que l'islam doit être, ce qui ne doit pas être, ce qu'il faut croire, ce qu'il ne faut pas croire. Le but, mais c'est un but asymptotique, en fait, parce que, comme je dis très souvent, tant qu'on n'a pas la machine à remonter dans le temps, on ne saura pas ce qui s'est passé. Non. Donc, le but asymptotique d'un historien, c'est la factualité. Sachant que dès le départ, il saura qu'il peut s'approcher de la factualité, mais encore une fois, c'est comme une asymptote. On peut s'en rapprocher au maximum, mais on ne l'atteint jamais. Je dirais aussi que quand on fait intervenir, donc toujours pour rester sur cette question des transmetteurs de tradition, si on fait intervenir ce qu'on sait aujourd'hui des neurosciences, il y a des raisons de croire qu'une tradition qui voyage d'une personne à l'autre, d'un cerveau à l'autre, d'un siècle à l'autre, euh, a peu de chances de tenir la route. Pourquoi? Parce que qui dit tradition orale dit mémorisation. Parce qu'avant qu'il y ait de la mise à l'écrit, Oui. il y avait ce travail de mémorisation. Or, on sait aujourd'hui au niveau cognitif que les processus de remémoration font intervenir les mêmes zones du cerveau que les processus d'invention d'histoire. Mm-hmm. C'est-à-dire, par exemple, ce matin, tu as travaillé, par exemple, Ouais. tu as croisé des collègues. Ouais. Donc, si je te demande de te remémorer un petit peu ta journée, évidemment qu'il y aura des choses factuelles dont tu vas te souvenir. Ouais. Mais par exemple, c'est pas sûr que tu te souviennes de la couleur des chaussures de tel collègue ou que tu te souviennes de la couleur de la table ou autre. Et Il y a des chances. Oui. il y a des chances que ça t'ait échappé tout simplement parce que notre cerveau, il est fait pour filtrer l'information et garde que ce qui est essentiel. Ouais. Et on a tous eu cette expérience où en fait on est concentré sur un bouquin ou sur quelque chose, quelqu'un nous appelle et on ne l'a pas entendu. Enfin, les oreilles l'ont entendu, mais le cerveau ne l'a pas interprété. Donc, on filtre l'information. Et si je te demande de te remémorer, par exemple, ce qui s'est passé ce matin, bah, automatiquement, ton cerveau va essayer de combler les trous avec des détails, mais qu'il va inventer en fait. Donc, il va inventer une couleur de chaussure, il va inventer, je sais pas, la couleur de la cravate ou quelque chose, des choses que tu n'auras pas forcément retenues. Et donc, tout ça, ça passe. Ça veut dire que quand l'information est remémorée, elle fait une escale dans la zone qui invente des détails. Je suis à la fois d'accord et à la fois pas du tout. D'accord, parce que c'est un fait neuroscientifique. Mais, enfin, peut-être que je t'ai coupé. Non, 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 vas-y, vas-y, parce qu'après, de toute façon, c'est un autre aspect, c'est encore autre chose. Mais vas-y. D'accord. Et pas d'accord, pourquoi? Parce que, bien sûr, quand me remémorant ma propre journée de ce matin, il y a des zones d'ombre, il y a des choses que je vais oublier, que j'ai estimées pas essentielles et que nécessairement ne seront pas retenues. Seulement, imaginons qu'on me dise, demain matin, tu devras te rappeler d'absolument tous les détails vestimentaires de tes collègues. Demain matin, je vais me lever avec cette intention et quand j'arriverai à mon lieu de travail, je ferai cet effort que je n'ai pas fait aujourd'hui. Parce que je sais que je dois faire cet effort. Et en faisant cet effort, j'ai plus de chances de me remémorer correctement, convenablement, fidèlement ces détails-là. Parce qu'en fait, j'aurais mis le focus dessus. Ce qui n'était pas essentiel pour moi est devenu essentiel tout d'un coup. Et à partir de là, je l'intègre dans mon circuit de mémorisation. Mais ce qui est important, c'est que, imaginons que j'oublie. Parce que malgré tout, je suis faillible et donc nécessairement, bon, ben, peut-être la couleur de chaussure de tel collègue m'a échappé. Bon. C'est pas bien grave. Pourquoi c'est pas bien grave? Parce que il est possible qu'un autre collègue ait eu la même consigne que moi. Et à ce moment-là, on a un mécanisme de vérification. Lui, il va vérifier ses informations par rapport à moi, et moi, je pourrais vérifier ses informations par rapport à lui. Oui. Et comme ça, on arrive à un plus grand degré de fidélité. Oui.
Alors, là encore, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce que les neurosciences nous apprennent là-dessus. À savoir que toi, par exemple, tu vas dire ton collègue a les chaussures vertes. Ouais, L'autre va te dire, ah non, mais moi, je me souviens qu'ils étaient bleus. Qu'est-ce ouais. qui va se passer? Il va te mettre le West-West, justement, tu vois? Il va te dire, ah, mais attends, est-ce que c'était vraiment vert du coup? En fait, je ne sais plus. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton circuit qui Ouais. sert à inventer des histoires va se mettre en marche et tu vas automatiquement essayer de imaginer ce collègue avec des chaussures vertes, imaginer ce collègue avec des chaussures bleues et essayer de voir si à un moment donné, il y a une des deux versions qui semble l'emporter sur l'autre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des interférences, des influences. Et- Et il ne faut pas oublier aussi, et ça c'est vrai que c'est une distinction avec entre l'approche historico-critique et l'approche traditionnelle, c'est que dans l'approche traditionnelle, on va partir en tout cas sunnite, on va partir du principe que tous les compagnons du prophète étaient de bonne foi. Mhm. Oui, L'historien, lui, n'a pas de raison de croire que tous les compagnons du prophète étaient de bonne foi. bien sûr. Mhm. Et donc, il peut aussi partir du principe que il y a eu des conflits interpersonnels à un moment donné, qu'il y a eu des rapports de pouvoir, qu'il y a eu des ascendants qui ont été pris les uns sur les autres et qu'il peut y avoir à un moment donné une information qui a été supplantée par une autre, pas parce qu'elle était plus juste, mais parce qu'à un moment donné, celui qui l'a mise en avant avait plus de pouvoir. C'est l'idée que les vainqueurs écrivent l'histoire et que finalement celui qui a l'autorité rédige les manuels scolaires, quoi. Mais même pas forcément. C'est-à-dire, tu peux avoir, par exemple, un compagnon du prophète très respecté comme Ali, par exemple, Ouais. dont la vie va peser plus qu'un autre compagnon qui peut-être va être intimidé par le fait de contredire, si tu veux, une figure d'autorité plus importante. Je- Enfin, ouais. là, ce que je veux dire, en fait, c'est que euh, ce système très cohérent où on a une communauté unanime qui s'auto-corrige et qui fonctionne comme ça de concert, c'est pas automatique. Et je dirais même que les problèmes qu'on a eus au premier temps de l'islam avec les différentes guerres civiles à l'époque de Othman et de Ali semblent montrer que les choses étaient beaucoup plus conflictuelles. Donc, qu'est-ce que fait l'historien? L'historien va suspendre son jugement sur, je dirais, l'impeccabilité des compagnons du prophète, ou sur ou pas vraiment leur impeccabilité, mais sur leur bonne foi. Et il va dire, je ne dis pas que c'était des gens de bonne foi, je ne dis pas non plus que c'était des gens de mauvaise foi. Donc, qu'est-ce qui me reste si je suspends ce jugement-là? Il me reste uniquement des données matérielles ou des formes d'objectivité, en quelque sorte, sur lesquelles je peux travailler. Et je suis d'accord que c'est une limite de l'approche, hein, mais c'est une limite qui est complètement assumée. Alors, justement, là, il y a quelque chose d'intéressant. Je me disais en t'écoutant, l'historien, OK, n'accorde pas un bénéfice de bonne foi systématique et gratuit aux compagnons du prophète. Et je me disais, mais pourquoi Hicham précise-t-il à chaque fois aux compagnons du prophète? Pourquoi il dit pas au prophète tout court? Parce que l'historien n'a pas plus de raison de croire le prophète que l'un de ses compagnons. Mais bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que alors là, tu as plusieurs opinions qui s'opposent un petit peu. C'est-à-dire que tu vas avoir des historiens, je ne vais pas donner les noms parce que certaines en l'occurrence sont encore vivants ou vivantes et que j'ai pas envie de les avoir sur le dos, mais tu vas avoir, on va dire, certains ou certaines historiens ou historiennes qui vont considérer Muhammad comme un simple homme de tribu Mhm. et qui va regarder uniquement son intérêt. Et donc, ses intentions vont être interprétées à l'aune du ratio entre risque et bénéfice. Mhm. Et donc, ils vont voir la prédication du prophète comme étant une sorte d'instrument de pouvoir, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont te dire que lorsque, par exemple, le Coran va invoquer la figure de Moïse, c'est en fait un usage instrumental qui est fait de Moïse pour en fait faire les affaires de Mohammed. Tu en as d'autres qui vont dire, écoutez, euh, on peut pas, et je crois que Goldziher en faisait partie d'ailleurs, quand on se penche sur ce que l'on peut savoir d'à peu près sur Mohammed, c'est-à-dire en gros ce que le Coran, sa prédication qui transparaît du Coran, Si on ne met pas en doute le Coran lui-même, hein. si on met pas en doute le Coran lui-même, mais ce n'était pas le cas de Goldziher. À cette époque-là, le Coran était grosso modo considéré comme une production qui est issue de Mohammed.
hein. Donc, est-ce que c'est issu par révélation ou est-ce que ce sont ses propres pensées? Ça, c'est une question que l'historien ne traite pas. Mais en tout cas, Goldziher, par exemple, considérait qu'on ne pouvait pas remettre en cause la sincérité de Muhammad. Donc, en tout état de cause, on pouvait considérer que au moins lui a cru être inspiré par Dieu et que ceux qui l'ont suivi ont cru qu'il était inspiré par Dieu. Moi, je fais partie de l'école qui consiste à dire, si je suis parti dans une méthodologie qui met en avant la suspension des jugements, on suspend les jugements jusqu'au bout. Donc, dans le travail d'historien, on ne se pose même pas la question de savoir si Mohammed était sincère ou pas. On prend les données matérielles, on prend les objectivités et on travaille là-dessus. Par contre, ce qu'on peut remettre en question, et c'est tout l'objet de la critique des hadiths, justement, c'est de Oui. savoir, lorsque on fait dire à Mohammed telle ou telle chose, est-ce qu'il les a vraiment dites ou pas? Et ça, c'est bien que tu soulèves la question, parce que très souvent, chez les musulmans, critiquer quelque chose qui est rapporté sur Muhammad est pris pour une critique de Muhammad ou une Mm, critique sur Muhammad. Non, on ne mm. critique pas Muhammad, on critique ce que l'on fait dire à Muhammad et que il peut avoir dit ou ne pas avoir dit. Oui, mais je me disais du coup, je comprends cette nuance, elle est importante, hein, parce que souvent, effectivement, quand on a une attache un peu émotionnelle, etc., on se dit que tout ce qui touche de près ou de loin le prophète est intouchable par définition, alors que parfois, bon, ben, on sait bien qu'il y a eu d'immenses bêtises qui lui ont été attribuées et qui probablement n'ont jamais été de son fait. Bon, mais j'allais dire, cette critique des hadiths, pourquoi elle se distingue de la critique du Coran? Il n'y a pas de raison objective à dire le Coran est probablement mohammedien, les hadiths sont probablement inventés. Ou Si, alors il y a. si, il y a, mais au niveau des données matérielles. C'est-à-dire qu'on a des témoins matériels, on a des témoins de matériaux coraniques qui sont largement antérieurs à ce qu'on a retrouvé à propos des hadiths. C'est-à-dire qu'on a des manuscrits du Coran, pas des manuscrits du Coran, mais disons pas des manuscrits entiers du Coran, mais des morceaux de Coran, on va dire, qui datent du milieu de la deuxième moitié du 7e siècle, en fait. On a aussi le Coran des pierres qui date aussi du premier siècle de l'Hégire. Ouais. Et on commence à avoir des copies complètes. C'est euh, l'écrit. C'est l'écrit là qui tient c'est lieu l'écrit. de preuve. Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des témoignages très anciens du Coran, euh, automatiquement, alors ça ce serait plutôt de la critique externe, c'est-à-dire voilà, on a des matériaux qui sont datés, etc. Et après, même au niveau de la critique interne, on voit bien que le style coranique est un style arabe très archaïque, différent du style qu'on trouve dans les hadiths. C'est pas la même phraséologie, c'est pas la même grammaire. C'est la Euh, différence entre la prose et la poésie, j'aurais pu dire à ce moment-là. non, pas Pourquoi est-ce qu'une forcément. différence entre la prose et la poésie induit une différence chronologique? Parce que le type de langue n'est pas le même. C'est-à-dire une langue, elle évolue. Quand tu prends l'arabe du 7e siècle, ce n'est pas le même que l'arabe du 9e siècle, qui n'est pas le même que l'arabe d'Al Jazeera aujourd'hui. Ça, c'est Donc, à sûr. partir du moment où tu vois des archaïsmes dans le Coran et justement des rapprochements entre ce qu'on trouve dans le Coran et ce qu'on trouve dans la poésie anté-islamique, si tu veux, ça traduit une certaine antiquité du matériau auquel on a affaire. C'est comme quand tu vas lire, par exemple, si tu vas même juste lire quelqu'un comme La Fontaine, Ouais, la raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout et à tout à l'heure. l'heure. Mm. Tu vois, tu vois ça, tu dis nous l'allons montrer, c'est très bizarre. On dit plutôt nous allons le montrer. Et Tout à tout fait. à l'heure, chez lui, ça ne veut pas dire tout à l'heure, ça veut dire tout de suite. Oui, c'est vrai. Tu vois? Donc, tu as des marqueurs comme ça qui te montrent que tu as affaire à une langue, à un usage de la langue qui est plus ancien qu'un autre. Si on tombe sur un texte qui dit nous l'allons montrer tout à l'heure, on se dit bah tiens, ça, c'est pas une forme qu'on trouve au XXe siècle ou au Mais la 21e grammaire siècle. n'est pas datable. Comment tu dates la grammaire? Comment tu dis cette structure C'est est pas, plutôt de telle époque? c'est pas forcément la grammaire. Alors, des fois, tu as des passages hein, qui grammaticalement, bon, par exemple, j'essaye de trouver un exemple. Bara'un min Allahi euh, Bara'un min Allah Oui, euh,
ila al-mushrikin Mhm. wa rasuluhu. Donc, rejet de Dieu contre les mouchriquines et son messager. Mhm. Bon, euh, si tu te bases sur l'ordre des mots pour faire la grammaire du truc, Mhm. tu obtiens Dieu rejette se désavoue des mouchrikoun et de son prophète. Ce qui va, et alors qu'en fait, le sens de ce passage-là, c'est Dieu et son prophète Rejette rejettent les les mouchrikoun. mushrikoun. C'est en fait la vocalisation. Hein. C'est Oui. Bara'un minallahi illa al-mushrikin wa rasuluhu. Rasuluhu, pas rasulihi. Si ça avait été Rasulihi, là, tu vois. Et Oui. cette structure ou cette construction dans laquelle le sens des mots est déterminé uniquement par leur déclinaison, c'est quelque chose de très archaïque. Aujourd'hui, tu ne trouverais pas ça en arabe. Aujourd'hui, en arabe, tu aurais Bara'un minallahi wa rasulihi ila al-mushrikin. La question que j'allais poser, c'est qu'on a une Non, difficulté. pardon, c'est Allahu bari'un. Pardon. Bari'un Allahu minhum. bari'un min al-mushrikin wa rasuluhu. C'est-à-dire qu'il est bon, il est au-dessus de ça, quoi. Il est bon. Et je voulais dire, mais quand même, on a un problème, c'est que quels sont les textes anti-islamiques sous forme de prose qui nous permettraient de comparer justement avec la manière, le parler prophétique, quoi. Parce que le parler prophétique, ben, évidemment, il n'est pas poétique. Mhm. Une distinction entre le saj'a coranique, saj'a c'est la figure de style utilisée dans le Coran, comment dire, le genre littéraire coranique, Mhm. et le parler prophétique, qui est très direct, qui s'adresse aux gens, qui n'est pas là pour déclamer tout le temps, il n'est pas là pour réciter des sourates tout le temps, il discute aussi, il parle simplement. Et alors, quand il parle simplement, il faudrait qu'on ait un point de comparaison pour se dire, ça c'est le parler prophétique, ça c'est le parler anté-islamique. On voit que il y a un décalage chronologique. Et ça, je pense qu'en termes de sources textuelles, on n'a pas ça. Je crois qu'on n'a pas ça. Bah, c'est-à-dire, c'est toujours, là on est dans la critique interne, c'est toujours des indices dans le texte, mais ça peut être par exemple l'usage d'un vocabulaire, par exemple. Si tu Ouais. prends, je vais prendre un bête exemple, si tu prends le mot ma'rifat, par exemple, Ouais. c'est un terme qui n'apparaît pas dans le Coran. C'est un terme qu'on ne trouve pas dans les textes arabes les plus anciens. Donc, si je tombe sur un hadith où le prophète parle de ma'rifat, en tant qu'historien, je peux me dire, tiens, là, il y a anguille sous roche, parce que j'ai affaire à un terme qui a l'air anachronique par rapport à ce qu'on sait de la langue de son époque. À l'inverse, et pareillement plutôt, si tu tombes sur des hadiths qui vont parler de l'iwata, par exemple, Ouais. qui est le mot qui désigne l'homosexualité, Ouais. mais qui est vraiment un néologisme, en fait, hein, C'est une interprétation. qui C'est est né d'une post-coranique. interprétation, c'est post-coranique. Bah, si tu tombes sur un hadith qui parle de l'iwata, par exemple, je ne crois pas que ça existe, mais c'est une expérience de pensée, tu vas te dire, j'ai affaire à un anachronisme. Par contre, si tu tombes sur un hadith où on fait dire au prophète le péché ou la faute des gens de Lot, Oui. là, tu te dis, bon, a priori, la formulation n'est pas anachronique, tu vois? Ouais. Donc, mais ça, après, ce sont des exemples. Ce sont des exemples. Ce qu'il faut retenir, c'est que euh, c'est ça en fait, c'est qu'on suspend des jugements personnels. Donc, du coup, automatiquement, on s'intéresse à des données matérielles, à des objectivités, et on essaye de mettre à l'épreuve ces données matérielles au travers d'une critique interne, externe, et aussi d'une critique textuelle, c'est-à-dire on essaye de voir, par exemple, pour les hadiths, moi, je trouve qu'un super champ d'investigation, ça pourrait être de voir si on trouve dans certains hadiths des marqueurs de composition et qui correspondent plus à des compositions écrites qu'à une élocution orale. Ça pourrait être super. Et ça, Alors, on est dans la critique textuelle. mais je trouve ça intéressant parce que en fait, il y a quand même une hypothèse derrière, c'est que les hadiths sont d'abord un matériau écrit. Oui, parce que Pourtant, on la accepte à tradition ça. n'arrête pas de nous dire que c'est un matériau dit. C'est un matériau qui se transmet
comment dire, de bouche à oreille, de génération en génération, comment dire, d'émetteur à récepteur. Mais, alors voilà, bah alors, c'est là qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure. Cette transmission orale de bouche à oreille, pour moi, elle se heurte au problème qu'on connaît de la mémorisation. Et aussi, un autre élément de psychologie cognitive, c'est que, on a en tête ce qu'on appelle des schémas, c'est-à-dire des attentes. Bon, je vais me risquer à un essai, mais Risque-toi. si je te dis burger, qu'est-ce que tu me dis? Frites? Voilà, tu vois. C'est-à-dire que tu as un schéma en tête. Mais c'est parce que je suis un esprit simple, ça n'a rien à voir. Non, 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 tu n'as pas un esprit simple, tu as un esprit humain. C'est-à-dire que dans ton schéma, ce qui vient après burger, c'est frites, tu Ah vois. bah oui. Donc, tu as des attentes. Et en fait, il y a des psychologues, comme par exemple Bartlett dans les années 50, qui ont montré que quand on raconte une histoire à des gens, ils ont tendance à la compléter à partir de leur schéma. Et Ouais. même si tu racontes, par exemple, une histoire et que tu t'arrêtes à la moitié, ce qui est surprenant, c'est qu'ils ont tendance à compléter l'histoire tout seul, en fait. Et donc, il a fait l'expérience où il a demandé à une personne de raconter une histoire. Ben, c'est le jeu du téléphone arabe, hein. Tu racontes une histoire à une autre personne, qui la raconte à une autre, à une autre, à une autre. Et on se rend compte qu'à partir de la 10e personne, l'histoire à l'arrivée n'a plus rien à voir avec l'histoire au début. L'explication de ce changement vient du fait de nos schémas qui sont. Alors, on a tous des schémas, mais ce n'est pas tous les mêmes. Par exemple, toi, je t'ai dit burger, tu m'as dit frites. Un Ouais. autre, il pourrait dire burger Coca, tu C'est vois. possible. Burger Malbouffe, tu vois, burger McDo, tu vois, Possible. ça dépend un petit peu de nos différents schémas. Et donc, tout ça, pour moi, c'est un élément qui montre que euh, on peut difficilement, dans une approche historique, faire confiance à une supposée tradition orale. D'abord parce que la psychologie cognitive nous montre que la mémoire humaine, elle n'est pas faite pour ça. Et ensuite, parce que c'est profondément invérifiable. Je fais comment, moi, pour vérifier qu'une tradition orale a été transmise, pardon, oh là là, j'ai faim, Mais... oralement. tiens bon, Trans- tiens bon. Mais en dehors de ça, ben, justement, c'est pour ça que j'allais parler de ce critère tout à l'heure, finalement. Quels sont les critères que soulève la tradition comme ceux du plus grand degré d'authenticité? Parce que la tradition n'est pas crédule non plus. Non, non, tout à fait. Elle n'est pas crédule. Elle Mais est il savait moins de consciente. choses sur le cerveau que nous aujourd'hui. Je n'en doute pas, mais elle se doutait quand même que la mémoire n'était pas infaillible. Ça, je pense que c'est assez, on peut le reconnaître facilement. Mais du coup, comme elle était parfaitement en fait que la mémoire était faillible, elle a essayé de trouver des remèdes. Elle a Mhm. essayé de trouver des parce qu'il fallait quand même transmettre quelque chose et garder quelque chose. Alors quand on a du mal à garder quelque chose, il faut quand même le faire. Et comment est-ce qu'elle le fait? Eh bien par le mécanisme de tawatur, de Oui, la on va dire toujours dans l'islam, c'est ça finalement l'idée, hein, c'est que tout le monde abonde dans un certain sens. La majorité des gens abondent dans un certain sens. La mhm. majorité des gens valident une certaine version. La majorité des gens, non. La majorité des gens légitiment. Parce qu'il y a toujours des critères de légitimité, morale, intellectuelle, etc. Des critères de légitimité, de probité, qui font que tous les gens dont on peut avoir un peu confiance vont dans ce sens. Et alors, à partir du moment où ils vont dans ce sens, on considère que ça doit être ça. Mhm. Ce n'est pas une manière de dire c'est ça, c'est une manière de dire ça doit être ça. D'accord. Alors, par rapport à une approche historico-critique, donc sur ce critère du tawatur, donc qui est un petit peu, on va dire, le fait de rapporter massivement quelque chose, euh, il y a plusieurs objections qu'on peut faire. C'est que déjà, euh, c'est un argument, ce qu'on appelle un argument ad populum, c'est-à-dire parce que tout le monde le dit, donc c'est vrai. Ah non, tout le monde Euh, légitime, les personnes légitimes pour le dire. mais même toutes les personnes légitimes, je vais te donner un bête exemple. Oui, Dans les années 90 ou 90 pour nos amis français, ouais. euh, On dit il y avait... 90, hein. Pardon? On dit 90 ici, hein. Oui, oui, je sais, mais t'inquiète pas, j'ai dégusté quand je suis arrivé en Belgique avec cette histoire. J'étais en train de, une fois, c'est une petite parenthèse, mais j'étais en train de dicter mon numéro de compte à la banquière et je venais juste d'arriver en Belgique, je commence à dire 90 et je vois qu'elle écrit 80 et 10 à côté. Je lui dis non, c'est pas ça, madame. Donc, bref, dans les années 90-90,
il y avait cette idée que un petit déjeuner à base de céréales, c'était très bon. Et donc, quand tu allais voir quand il y avait le médecin scolaire, tu sais, qui vient, une dame qui vérifie ta vue, ton ouïe, etc., et elle te dit qu'est-ce que tu manges au petit-déj, quand tu lui disais des céréales, elle disait ah, c'est très bien. Et Ouais, donc, tout le monde bouffait des frosties, des conneries comme ça le matin. Et les médecins étaient justement allés massivement dans l'idée que c'est un bon petit déjeuner parce que dans leur tête, céréales, en fait, ils s'imaginaient peut-être, je sais pas, du muesli, des flocons d'avoine, des trucs, du porridge, quoi, en fait, hein. ouais, Mais ouais, en fait, au fur et à mesure qu'on a commencé à lire les ingrédients, qu'on a commencé à voir l'indice glycémique de ces machins-là, on s'est dit, mais en gros, manger des céréales le matin, c'est quasiment équivalent à manger des chips sucrés, quoi, en fait, hein, le matin. ouais, Donc, en fait, c'est le pire petit-déj que tu puisses imaginer. ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir une communauté de spécialistes qui, à un moment donné, se trompe sur quelque chose. C'est la même chose sur plein de sujets, la même chose avec les œufs. Il y a 20 ans de ça, on nous disait attention cholestérol, puis après, les médecins nous ont dit, mais non, en fait, c'est du bon cholestérol. Donc, ne vous gavez pas avec ça, mais ne vous privez pas non plus. Donc, il y a cet aspect-là. Ouais, ouais. Et le deuxième aspect, si tu veux, c'est que on ne peut pas, encore une fois, écarter les enjeux de pouvoir qui ont eu lieu durant la période califale, puisque là, on parle des hadiths. Et, euh, et donc, quand tu sais, par exemple, que parfois des grands théologiens, moi, j'appelle pas ça des savants, hein, j'appelle ça des théologiens, des grands théologiens comme Ibn Hanbal sont partis en prison parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le pouvoir central, tu te Ouais. dis que une unanimité ou une majorité avec au-dessus le calife qui tient le coup près, c'est pas très fiable. Par contre, ce qu'on peut pas nier, c'est que effectivement, quand il y a un tawatour sur une tradition, c'est que la tradition était connue et qu'elle était bien diffusée et que on, on peut difficilement lui dénier une certaine réalité dans la communauté. C'est pas très clair ce que je dis là. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des hadiths parfois très marginaux où on peut se dire non, mais ce hadith-là, il a été inventé. C'est clair et net, il a été inventé et on peut dater la période où il a été inventé. Mais quand beaucoup de gens rapportent la même chose, effectivement, là, ce qu'on peut se dire, c'est que il y a eu une discussion, où il y a eu une polémique, où il y a eu quelque chose qui était largement connu. L'exemple qui me vient en tête, ce sont les hadiths, par exemple, sur le retour de Jésus. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que la croyance au retour de Jésus en islam est une croyance tardive, mais on a une pléthore de hadiths qui parlent de ce retour et qui nous décrivent d'ailleurs de façon très précise ce qui est censé se passer, etc. Moi, ce que je pourrais dire en tant qu'historien, enfin, je ne suis pas historien de profession, mais ce que je pourrais dire dans une optique historique, c'est que cette tradition était largement diffusée et que visiblement, il y a des gens qui y croyaient et il y a des gens qui s'attendaient à ce que ça arrive. Maintenant, est-ce que ces hadiths remontent au prophète? C'est une autre question. En fait, cette histoire de Jésus et de retour de Jésus me fait penser à quelque chose. Le hadith, classiquement, on peut lui attribuer deux fonctions. On peut dire le hadith est un fondement du droit Mhm, en tant que faisant partie de la sunna, étant donné que la sunna est la deuxième source du droit en islam. Et on peut dire aussi que le hadith ne sert qu'à prouver quelque chose. Je m'explique. L'imam Malik, puisqu'on a parlé de Muwatta tout à l'heure, mhm, se référait au Amal al-Medina, aux pratiques des Médinois. mhm, Parmi les sources du droit chez lui, hein, dans sa conception des hauts-sols, il y avait ça, même si la matière au solfère n'existait pas encore. Hein. Donc, tenant compte de Amal al-Medina, des pratiques médinoises, le hadith pour l'imam Malik n'est pas absolument la base d'une législation. Il est important, le hadith, on doit en tenir compte, mais on en tient compte
qu'en tant que preuve. Par exemple, le premier hadith de Muwatta parle de la prière. Le premier hadith du Muwatta parle de la prière. C'est l'archange Gabriel qui vient voir le prophète et qui lui explique comment on prie. Le problème, c'est que si on regarde ce hadith, on ne comprend absolument pas comment prier. On comprend qu'il y a 5 temps, lesquels on ne sait pas, combien de rak'a, on ne sait pas. Enfin, on ne sait simplement qu'il y a 5 temps et que le prophète a prié avec l'archange Gabriel, ce qui nous dit quelque chose tout en ne disant rien du tout en fait. Et je trouve très intéressant que l'imam Malik ouvre son opus major, quoi, son œuvre majeure avec ça, en nous disant la connaissance en islam est fragmentaire, lacunaire, et nécessairement on doit la compléter avec autre chose. Un hadith se complète avec d'autres hadiths. Et un hadith et un recueil de hadiths se complète avec le contexte. Sans l'amal al-Medina, c'est-à-dire l'observation sociologique de ce qui se passait à Médine, l'imam Malik n'aurait pas pu rédiger le Muwatta. Et ça, je crois qu'on est aujourd'hui dans une époque très, 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 très littéraliste. Je crois que les salafistes, peut-être, sont à peine plus littéralistes que les autres aujourd'hui, puisque tout le monde fait une obsession du texte et personne n'observe la pratique, n'observe le bon comportement, n'observe ce qui peut, comment dire, servir l'intérêt général. Tout à fait. Bah, là, je suis entièrement d'accord avec toi et ça m'inspire deux commentaires. Le premier, c'est que on touche là, en fait, vraiment à la distinction entre les objectifs d'une approche traditionnelle et les objectifs d'une approche historico-critique. L'approche historico-critique n'a jamais comme objectif d'être normative, Oui, c'est-à-dire de dire ce que l'islam doit être, ce qui ne doit pas être, quelle est la bonne pratique de l'islam, quelle n'est pas la bonne pratique de l'islam. Ça, c'est une divergence que j'ai avec mon grand ami Michael Privot, qui s'appuie sur l'approche historico-critique à un moment donné pour poser, il l'a dit lui-même dans un de ses articles, des fatwas. Moi, je pense que l'approche historico-critique ne sert pas à ça. Mais il est évident que pour la tradition, ce qui est important, c'est ça, c'est précisément c'est le normatif. c'est C'est de l'essentiel. dire la religion. Dire la religion, dire ce qu'elle est, ce qu'elle implique, ce qu'elle doit être éventuellement. Donc, éventuellement, le passage de l'être au devoir-être. Tout ça, c'est le travail de la tradition. Et, euh, et la deuxième chose, c'est que effectivement, il y a ce fétichisme du texte qui est né dans le salafisme, mais qui a fini par, je dirais, infecter même parfois des gens qui se considèrent comme sunnites vraiment au sens traditionnel du terme. Et je pense que précisément, l'approche historico-critique, elle peut servir à relativiser l'importance du texte à un moment donné. C'est-à-dire de dire, attention, si vous basez vos raisonnements ou votre rapport à la religion exclusivement sur du texte, moi, en tant que critique, je peux vous montrer que ces textes, il y a des choses à redire et que vous avez tout intérêt à justement élargir votre champ d'investigation ou votre champ de réflexion parce que les textes, c'est trop. Les textes, le texte pour le texte, c'est trop fragile. Et, et d'ailleurs, bon, moi, il y a un historien que j'apprécie beaucoup qui est Jonathan A.C. Brown, que j'ai d'ailleurs que j'ai mis à contribution dans le deuxième épisode d'Anti-West-West, qui est terminé. C'est un petit. C'est un petit, c'est une petite bande-annonce. euh, où en fait il s'est intéressé au débat qui avait lieu entre les savants comme Shafiri et d'autres. Et il montre qu'effectivement, la façon dont le rapport qu'ils entretenaient au hadith était beaucoup plus complexe que le rapport que nous, on entretient avec les hadiths aujourd'hui. Et il rapporte un débat entre donc, Shafiri et un Mu'tazilite que j'ai trouvé vraiment magistral parce que j'ai trouvé que la réponse de Shafiri était d'une intelligence totale. En fait, il y a le Mu'tazilite qui commence à dire à Shafiri à propos des hadiths je refuse de prendre en compte un texte sur lequel je ne pourrais pas jurer comme je peux jurer sur ça, et il a brandi un Coran. C'est le Mu'tazilite qui dit ça. C'est le Mu'tazilite qui dit ça. Il dit je refuse de prendre en compte les hadiths parce qu'en gros, je ne peux pas jurer
sur les hadiths comme je peux jurer sur le Coran. C'est-à-dire que le D'accord, Coran a le niveau d'authenticité maximum d'accord. et ça, je ne peux pas en dire de même. Et la réponse de Shafi'i, elle a consisté à dire, Alors, si je te ramène quelqu'un qui est accusé d'un meurtre, tu n'auras jamais la preuve formelle qu'il a commis le meurtre. Même si je te ramène 4 témoins qui disent on l'a vu, tu ne pourras pas prouver que ces 4 personnes-là ne se sont pas secrètement mises d'accord pour accuser cette personne. Mais en tant que juge, tu devras prendre une décision. Tu ouais, devras prendre une décision sur des informations partielles, partiel, parcellaires. ouais, Tu pourras éventuellement, ça se peut que tu te trompes. Donc, ça se peut qu'à un moment donné, tu déclares innocent un coupable, tu déclares un coupable innocent, mais à un moment donné, tu devras prendre ta décision. Et ben nous, avec les hadiths, c'est pareil. On n'a pas la preuve formelle qu'ils ont été prononcés par le prophète. Et d'ailleurs, aucun des savants anciens ne croyait qu'un hadith, c'était verbatim, mot pour mot, ce que le prophète avait dit. Il reconnaissait qu'il pouvait y avoir des reformulations à un moment donné. Mais à un moment donné, il faut se positionner. Il faut se positionner, il faut avoir un certain nombre de provisions qui permettent à la communauté de vivre. C'est-à-dire que si à un alors, moment donné, on n'a pas de tradition, la communauté meurt. Et c'est exactement ce. Alors, c'est un autre sujet, hein, je ne vais pas trop ouais, développer là-dessus, mais c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. L'absence de tradition islamique génère un éclatement d'individus qui vont piocher à droite et à gauche et qui sont soumis, je dirais, à des discours plus ou moins hégémoniques, comme le discours salafiste, justement, oui, parce qu'il n'y a pas cet ancrage qui permet à un moment donné, et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le salafisme n'a pas pris au Maroc autant que dans d'autres pays, puisque au Maroc, il y a justement cette tradition malikite qui est très bien ancrée, aussi bien chez les gens de science que chez les gens tout à fait. de tous les jours. Donc, c'est pour ça, vraiment, peut-être ce que ce débat ou cette discussion nous permet de dire, c'est que l'approche historico-critique, c'est pas un troll de la tradition. Elle n'est pas là pour renverser la. Il y en a qui l'ont utilisé comme ça. Hmm, Mais moi, je suis partisan d'une approche historico-critique qui ne soit pas une contre-définition ou une contraction à la à la tradition. tradition, mais un regard supplémentaire, une lumière supplémentaire à partir d'outils sur lesquels il faut être parfaitement transparent parce qu'il ne faut pas remplacer un absolutisme par un autre et qui permet de donner plus d'outils intellectuels aux gens pour penser et se faire leur propre opinion. Tu as cité tout à l'heure Jonathan A.C. Brown. Alors, j'ai pas lu tout Jonathan A.C. Brown, mais il se Non, mais trouve moi non que, plus. Mais... il se trouve que j'ai feuilleté, au moins, on peut dire ça, sans Misquoting Mohammed. Il y a un Mhm, livre qui s'appelle Misquoting Mohammed. mhm, J'invite ceux qui peuvent y avoir accès à lire l'introduction de ce livre parce qu'elle est superbe. Il y explique certains points méthodologiques, parmi lesquels taking Islam seriously. Il appelle ça mhm. taking Islam seriously ou taking tradition seriously. Je ne sais plus si c'est la tradition de l'islam, mais en tout cas, prendre au sérieux le patrimoine islamique et Mhm. la tradition islamique. Qu'est-ce que ça veut dire prendre au sérieux? Ça ne veut pas dire accréditer. Ça ne veut pas dire tout ce que nous rapporte la tradition est juste. Ça veut dire sortir d'une suspicion qui historiquement va nous mettre dans une confusion intenable. C'est-à-dire, au bout d'un moment, si on arrive à, on dit, ah ben, finalement, je ne peux rien établir, je ne sais absolument rien. Je ne sais absolument, tout ce que me dit la tradition islamique est suspect. Je ne sais pas si la suspension de jugement va jusque-là, mais je dirais, si je pars avec l'idée que tout ce que me dit la tradition islamique est suspect, alors là, c'est pas que je dis ils ne sont pas nécessairement de bonne foi, c'est que je les accuse d'être nécessairement de mauvaise foi, C'est ça. ses prédécesseurs. Et là, il y a un excès inverse. Je dirais, prendre la tradition au sérieux est important. Pourquoi? Parce que même si elle se trompe, même si tout n'est pas bon, même si tout n'est pas juste, c'est déjà un matériau important. Et c'est plus ou moins ce que me dit, en fait, la réponse de Shafi'i. Shafi'i, il est là pour trancher. Il n'est pas là pour discuter du sexe des anges. Il est là pour établir des règles qui permettent à une communauté de fleurir. Il n'est pas là pour discuter simplement entre philosophes plus ou moins hellénisés. C'est trop facile d'avoir des discussions de salon
en se disant, voilà, bon, ben, on va dire le Coran créé, incréé, euh, tel verset, machin, en faisant des subtilités rhétoriques extraordinaires, en citant Aristote à tout va, etc. D'accord, c'est très joli intellectuellement parlant, ça peut peut-être même avoir un toucher mystique, mais ça ne répond pas à la réalité des gens. Et une religion n'a pas vocation à se couper des gens. Enfin, du moins, je ne le crois pas. Du moment qu'elle n'a pas vocation à se couper des gens, il faut tout de même prévoir des règles éthiques et s'il n'y a pas de système juridique en place, en mettre un. C'est là où je dis les muhadithoun et les fuqaha surtout, parce que le hadith finalement c'est une sous-discipline en islam. Hein. Le fiqh est une discipline supérieure. Euh, les fuqaha ont essayé de mettre en œuvre, de mettre en place les règles qui permettent à une société de vivre correctement. Et si on veut faire ça, l'unité est centrale. On ne peut pas faire ça si on tient compte de tous les avis divergents. Parce que si je tiens compte de tous les avis divergents et que je leur donne le même droit de citer que le reste, à un moment donné, se produit ce que tu décriais tout à l'heure, c'est-à-dire une fragmentation de la communauté. Et si tu as cette fragmentation, ben, il n'y a plus de religion du tout, il n'y a plus de communauté du tout, chacun fait ce qu'il veut, et j'ai envie de dire, on est tous protestants à ce moment-là. Ben oui, mais pour moi, le vrai, alors là, on sort peut-être de la question purement liée au hadith, mais le vrai défi de l'islam contemporain, il est là. Comment on évite cet éclatement complet et comment on évite aussi des pensées trop hégémoniques, comme la pensée salafiste, par exemple, qui va mener les gens à faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, il va y avoir besoin d'une collaboration, je dirais, entre le corps traditionnel et le corps critique, on pourrait le dire comme ça, heu, pour fournir une théologie islamique qui soit à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui. Donc, qui prenne en compte ce que les thèses historico-critiques peuvent mettre en lumière, Mmh. sans pour autant, effectivement, tout déconstruire et tout jeter à la poubelle. Parce qu'effectivement, moi, ce que j'appelle la suspension des jugements, c'est une forme de neutralité, dans son sens vraiment étymologique, c'est-à-dire né ou terre, ni l'un ni l'autre. Et effectivement, quand on commence à dire: «Mais toute la tradition islamique est, suspicieuse ou ne doit pas être prise en compte», c'est pas une suspension du jugement, c'est une prise de position. On part du Oui, principe que tout a été inventé. Non, pour moi, la vraie suspension du jugement, c'est: je ne dis pas que, tout est authentique ou je ne dis pas que tout est digne de confiance, mais je ne dis pas non plus que tout est suspicieux. Donc, par exemple, sur ce fameux hadith sur la lapidation, si je n'avais pas, des éléments linguistiques sur le sens du mot rajm, si je n'avais pas, l'absence de lapidation dans le Coran, s'il n'y avait pas ce lapsus calami, s'il n'y avait pas tous ces enjeux qu'une critique externe peut mettre en lumière sur les rapports de force entre différentes communautés. Si j'avais pas tous ces éléments-là, j'aurais aucune raison de dire que ce hadith ne remonterait pas éventuellement à une sorte de factualité. Le fait qu'on jette des pierres sur les gens au 7e siècle, je veux dire, je veux dire, en Europe, au Moyen Âge, on empalait les gens sur des épieux, quoi. Et d'ailleurs, sur la sanction en elle-même, je suis pas sûr que le droit byzantin était plus clément. Hein. Mais non, Je crois pas, hein, je suis pas sûr. Hein. Il non, suffit non, de non, non, regarder à la non, même non. époque hein, ce qui se passait à Byzance. À mon avis, lapidation, ça y allait. Hein. Bah oui, bah, je veux dire, à l'époque de Mohammed, en France, on en est aux Mérovingiens, quoi. Je veux dire, Oui, bon, oui. c'était pas des exemples non plus d'humanisme. Donc, a priori, je veux dire, si je me fiais juste à la violence du texte, je me dirais, bon, il y a rien de choquant pour un homme du Moyen Âge. Mais Il y a quand c'est même tout. quelque chose de choquant. Si, si, il y a quand même quelque chose de choquant. Dis-moi. Il y a quelque chose de choquant. Il y a comme, j'ai envie de dire, anguille sous roche, justement, parce que le fait que l'homme dans le hadith prenne le soin de couvrir la femme, Oui. ça, qu'est-ce que c'est?
Ben, ça, en fait, De Prémar a proposé une explication. Alors, je ne suis pas entièrement convaincu de son explication, mais j'en ai pas de meilleure. C'est qu'il explique que dans la tradition juive orale, pour lapider, il faut qu'on ait vu l'acte, en fait. D'accord. Donc, c'est le témoin oculaire seulement Et qui l'a. donc, s'il y a eu témoignage oculaire, c'est là qu'on peut lapider. Donc là, le fait que l'homme se met sur la femme alors que c'est pas la sienne, il a commis un adultère devant tout le monde, donc on peut le lapider. Donc ça aussi, c'est un indice de, je dirais, de critique interne, parce qu'effectivement, ce détail tombe comme un cheveu sur la soupe, Complètement. et on se dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Bah, l'une des explications, ça pourrait être que dans une certaine casuistique, il y a cette idée que pour que ça colle complètement, il faut que quand même que l'adultère ait été fait publiquement. Et donc, on rajoute cette idée de l'homme qui couvre la femme pour dire, bah, voilà, la condition du témoignage oculaire est remplie. D'accord. Mais C'est elle est remplie quand même, on ne sait pas à quel moment, parce que j'avais l'impression qu'il la couvrait pendant la lapidation, après que la décision de lapider ne fut prise. C'est pour ça que je te disais que je ne suis pas entièrement convaincu par l'explication de Deprémar sur ce point-là. Mais on a clairement affaire à un artefact de rédaction. C'est très bizarre, hein, parce que si on suit comme ça, là, si on le lit de façon naïve, quoique critique un peu quand même, ben, on se dit, c'est pas dénoué de sensibilité, quoi. C'est-à-dire, on voit que euh, les personnes qui ont travaillé cette histoire ont pris le soin de préciser qu'il y avait de l'affection entre ces deux personnes. Oui, Ils ont pris le soin de le préciser. Ils auraient pu ne pas le préciser parce que ça n'a aucune implication juridique. sauf si on prend au sérieux l'explication de Deprémar. Oui, mais bon, hein. Donc, Ça, je suis pas convaincu par son explication non plus, on va dire. mais après, tu sais, je veux dire, même d'un point de vue littéraire, tu sais, on sait que quand on invente des histoires, on rajoute des détails. Toi, si je veux te raconter une bonne blague, je vais te dire, tiens, il y avait un gars, il est habillé comme ça, il est passé devant truc, etc. En fait, si tu veux, parfois, alors normalement, comment dire, la surabondance de détails a tendance à indiquer une certaine factualité. Mm. Euh, mais parfois, justement, quand on est au courant de ce gimmick, en quelque sorte, ben, on peut l'utiliser pour faire passer un bobard, justement. Et un surinvestissement de détails, ça peut être une indication de forgerie littéraire, en fait, hein. Mais là, il y a pas énormément de détails. Pas dans cette version-là, mais si tu regardes Ouais. les autres versions, par exemple, celle que Ok. tu trouves dans la Sira de Ibn Ishaq, Ouais. il y a énormément de détails, hein. On nous Oh, dit où ah ça oui, s'est d'accord. passé, qui le prophète a été voir, Ah oui, etc., qui d'accord. il a parlé, les détails de la discussion. On nous donne énormément de détails. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, si on revient à cette idée de transmission orale, euh, quand un texte est trop détaillé ou trop élaboré d'un point de vue stylistique, ça sent pas forcément l'oralité. Moi, j'ai fait l'exercice, j'ai pris certains hadiths en version arabe et j'ai essayé vraiment de les lire à haute voix et je me Ouais. dis, Ah, mais après, il faut les lire comme un chir, hein. c'est un exercice, hein. Oui, mais il faut les lire de façon professorale, comme un chir. Ben oui, ben, de façon professorale ou bien de façon très amateur comme moi, c'est un sacré défi. Et tu te dis, il y a des tongue twisters de partout. Ouais. Tu te dis, c'est pas une expression orale très naturelle. Ça ressemble plus à des textes composés. Et c'est pour ça que je disais, la première chose que doit faire un historien quand il s'intéresse à un hadith, c'est de se dire, j'ai d'abord un texte et alors après, on va voir si j'ai des raisons de considérer que euh, c'est un texte historique, une transmission orale qui a été mise par écrit, une transmission orale qui a été retouchée au moment de la mise par écrit. Est-ce que j'ai affaire à un texte qui vise la verisimilitude, c'est-à-dire c'est une fiction qui cherche à mimer le réel mais qui ne dit pas le réel. Je veux dire, si on prend par exemple l'Assommoir de Zola, Ouais. on a clairement affaire à une verisimilitude. Je veux dire, dans l'Assommoir de Zola, il n'y a pas des dragons, des Ouais. squelettes animés ou des choses comme ça. Tout a l'air tout a l'air tout à fait normal sur le plan, je dirais, de la crédibilité. C'est Mais pas pourtant, fantastique, quoi. c'est pas fantastique, mais c'est une fiction. Et moi, je pense qu'à un moment donné,
il faudra mettre la main à la pâte et essayer de voir si, à travers les hadiths, si on n'a pas affaire à des formes de fiction vérisimilaire. Je ne sais pas si ça existe cette forme pour le dire, mais des formes de fiction vérisimilaire Et, qui… Ouais. oui, mais j'ai envie de dire, là encore, est-ce qu'on n'est pas en train de glisser dans le sens de la suspicion? Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire, tiens, ce hadith, il me paraît bizarre, donc Non, il est probablement fabriqué. non, non, c'est pas ce hadith me paraît bizarre. C'est ce hadith, tant que je ne l'ai pas examiné, je ne peux pas dire quel est son, parce que, bon, quel est son genre littéraire, mais bon, pour être plus précis, euh, quand on procède à une critique interne ou une critique textuelle, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher des indices à l'intérieur du texte qui m'indiquent que j'ai affaire à un texte de tel type ou de tel autre type. Une fois que j'ai déterminé à quel type de texte j'ai affaire, je peux déterminer sa fonction dans la communauté en question. Mhm. Euh, Si par exemple, dans 2000 ans, il y a des historiens qui s'intéressent par exemple au texte français ou au discours français en France au XXe et au XXIe siècle, s'ils tombent sur un texte qui dit « il était une fois », ils vont voir que la forme de ce texte, avec cette Et dans le petite compte. introduction, on est dans le conte. Oui. S'ils tombent sur Madame, Monsieur, Bonsoir, ils vont se dire c'est une émission qui passait à la télé, c'est le script d'une émission qui passait à la télé, Oui. probablement un journal télévisé. Oui. Et donc là, ensuite, une fois que tu as déterminé est-ce que c'est un conte, est-ce que c'est un journal télévisé, est-ce que c'est un article de journal, est-ce que c'est un article de revue peer review dans un journal scientifique ou autre, tu peux connaître la fonction de ce texte. Donc, si je transpose cette méthodologie d'analyse au hadith, Ouais. il se peut qu'un hadith soit effectivement un témoignage sur ce que Mohammed a dit ou a fait. Ouais. Il se peut que ce soit un texte apologétique dont la fonction n'est pas de raconter ce que le prophète a dit ou a fait, mais de jeter l'opprobre sur une communauté ou au contraire encenser une communauté. Ça peut être un texte très ésotérique. Par exemple, on trouve des hadiths, par exemple, dans le schisme ismaélien. Un, par exemple, qui dit entre moi et, donc c'est le prophète qui parle, entre moi et ma tombe, il y a un jardin du paradis. Et Henri Corbin interprète ce hadith comme voulant dire, dans un sens ésotérique, qui dit que la charia incarnée par Mohammed, donc Hein. la loi exotérique, doit mourir, c'est-à-dire aller dans sa tombe, Pour laisser place à la haqiqa. pour laisser passer la haqiqa. Oui. Et donc, différents types de textes vont avoir différentes fonctions, mais tu ne peux pas connaître la fonction si tu n'as pas déterminé le type de texte auquel tu as affaire. Et tu ne peux pas déterminer le type de texte auquel tu as affaire si tu ne l'as pas lu, en fait. C'est-à-dire ce que je reproche à certains traditionnistes, c'est d'établir une connexion directe entre c'est un hadith, donc c'est un témoignage. Non, ça peut être un hadith, ça peut être appelé hadith et Oui, avoir une toute autre fonction. oui, mais alors la fonction, le problème de la fonction, enfin, la fonction, c'est que il y a un débat entre la structure et la fonction dans les sciences sociales qui est assez vieux. Bon, je n'ai pas la prétention de trancher le débat, mais je dirais simplement la fonction, elle peut changer. Un Bien même sûr. texte, aujourd'hui, il peut être. Le même texte là sur l'adultère, on peut le lire de façon complètement ésotérique. Bien Le sûr, même texte sur l'adultère. bien sûr. Donc, j'ai envie de dire, dans une certaine communauté, il peut avoir une fonction d'abord législatrice, on va imposer une loi qui est comme ça, et puis dans une autre communauté, avoir une fonction purement spirituelle. Mhm. C'est-à-dire que le texte en lui-même n'induit pas la fonction qu'il va avoir. Alors, à une condition, c'est qu'on mette entre parenthèses l'intention du rédacteur. Ce qui va intéresser Ouais. ce qui va intéresser l'historien, c'est la fonction du texte pour le rédacteur qui l'a mis par écrit. Et parce que effectivement, alors, à titre personnel, pour les raisons que j'ai développées dans la vidéo, mais aussi pour les raisons qui sont développées dans l'article de Deprémar, qui est bien entendu beaucoup plus fourni, que j'ai mis sur le site, on peut le consulter. Moi, je suis convaincu de l'idée qu'on a affaire à un texte apologétique avec des personnages typologiques
Et le but, c'était, à un moment donné, de Attends, montrer peux-tu que préciser cette idée? Personnage typologique, que veux-tu dire par là? des personnages qui représentent des communautés. D'accord. Donc, le Donc, prophète qui les juifs en représente la l'occurrence. communauté musulmane. Et donc, dans certaines versions du hadith sur la lapidation, on fait dire à Muhammad, mon Dieu, je ressuscite ton ordre après que ils, les juifs et les chrétiens, l'ont fait mourir. Ouais, ça, c'est. Typologiquement, ça veut dire que les musulmans sont fidèles à Dieu, contrairement aux deux autres. Donc, D'accord. le but du texte est apologétique. Mais sachant qu'aujourd'hui, on fait lapider des gens sur base de ce type de texte, bah, effectivement, la fonction du texte a changé. Mais ce qui intéresse l'historien, c'est la fonction du texte pour le rédacteur. Et alors, je ne dis pas que, déjà, je ne dis pas que c'est facile. Je pense que c'est très, très, très difficile. Avec le hadith sur la lapidation, on a de la chance parce qu'il y a quand même beaucoup d'indices qui entrent en jeu, des indices linguistiques, des absences dans le Coran, etc. Parfois, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la science historico-critique, comme toute science, elle est sujette à révision et qu'on n'atteint jamais des certitudes terminales, quoi. Ouais. Si une chose se situe au-delà de tout doute, par exemple l'existence de Jules César, bah précisément, si c'est au-delà de tout doute, tu n'as pas besoin d'une approche critique. Et Une pourquoi il n'y a appro- pas de doute là-dessus? Parce qu'il y a trop de témoignages, il y a trop de Ben témoins voilà. matériels. Tawatur. Je Oui, du réponds. tawatul, mais sauf que ce ne sont pas des tawatul qui se limitent à des témoignages supposément oraux, mais on a des inscriptions, on a des pièces de D'accord. monnaie, Mais on a pour Vercingétorix, par exemple, la question se pose. bien sûr, pour Vercingétorix, oui. Et enfin, disons que Est-ce que, après, est-ce que Vercingétorix n'est pas une invention de César? ben, c'est une question qu'on peut poser, mais alors il faut faire attention. C'est-à-dire que quand on pose quand on retire un élément d'une équation, il faut voir si ça implique pas plus de problèmes que ça n'en résout. C'est-à-dire que, alors je suis pas spécialiste de Vercingétorix, mais si je retire Vercingétorix des conquêtes romaines, qu'est-ce que est-ce que j'ai toujours une trame vraisemblable ou est-ce que j'introduis pas plus de problèmes que je n'en retire? C'est-à-dire, c'est exactement le problème des chercheurs qui ont essayé de nier l'existence de Mohammed en Oui. disant mais peut-être qu'il n'a pas existé. Mais le problème, c'est que si tu retires Mohammed de l'équation, tu te retrouves avec des Abbassides qui se réclament de sa famille et qui renversent les Omeyyades au nom de quoi, puisqu'il n'a pas existé. Hmm. Tu te retrouves avec la bataille de Siffin qui devient complètement inintelligible, le martyr d'Al-Hussein qui ne veut plus rien dire puisque Al-Hussein est le petit-fils de quelqu'un qui n'a pas existé. Tu te Exactement. retrouves avec des versets dans le Coran, tu ne sais pas quoi faire avec parce que manifestement, il y a des passages qui s'adressent à un arabe mécois qui s'est fait virer de chez lui. Donc, c'est-à-dire, certes, le fait de dire Mohammed n'a pas existé, ça explique certaines choses. Par exemple, le fait qu'on retrouve des inscriptions anciennes qui mentionnent Ali, Abu Bakr, Omar, Othman, mais on n'a pas retrouvé d'inscription qui mentionne Mohammed. Donc, Rasulallah. ça règle ce C'est problème-là. sûr, ça, en numismatie, il n'y a pas des pièces, il y a Ah Mohamed si, si, Rasulallah? si, Si, en si. 680. Mais Oui. les inscriptions dont je te parle, c'est des inscriptions qui sont quasiment contemporaines des califes, quoi. Ah oui, d'accord. Mais en même Et temps, il frappait la monnaie, alors, hein, peut-être que Mohamed n'avait pas cette. Bon, ça, c'est autre mais chose. après, il y a plein d'hypothèses. Est-ce que vraiment Mohammed, c'était son prénom ou est-ce que c'était un surnom? Et alors, à ce moment-là, si on cherchait par exemple un autre nom, on le trouverait peut-être. Est-ce que c'était une manière de ne pas idolâtrer Mohammed aussi? Oui, c'est possible. Euh, il y a plein d'explications possibles. Mais le fait de dire il n'a pas existé, ça règle ce problème-là. Ça, je crois qu'on a tous vécu ça en cours de maths, où on croit qu'en résolvant l'équation, on croit qu'on a réglé un truc, on se dit je suis proche de la... Et en fait, on a tout un tas de problèmes. Tiens, j'ai divisé par x Ouais, ici, oui, ouais. mais en Oui, fait, ça ça crée a tout. foutu en l'air Ouais, ton équation encore c'est vrai. pire. Donc, C'est vrai. il y a cet aspect-là. Par contre, je crois que c'est Clovis, je crois. Je vais Clovis, vérifier ça tout de suite. concernant? Concernant les doutes d'ordre historique, Ah, oui, mais c'est ça. je pense que Clo- même Vercingétorix, sa réalité historique n'est pas attestée, hein. bah, Certains disent qu'il a fait partie, tu sais, parce que César a écrit quand même La mhm, guerre des Gaules, et mhm. qu'il aurait été en fait
comment dire, l'ennemi idéal fabriqué par César, ça aurait été une espèce de petit chef de tribu à la rigueur, tu vois. Et César l'aurait amplifié, magnifié, de sorte à se faire un vainqueur héroïque. J'avais entendu ça quelque part, hein, je suis pas non plus spécialiste. C'est tout à fait possible. C'est pour ça que euh, je dirais que l'approche historico-critique ne peut se targuer de principes, comme par exemple la suspension des jugements, Ouais, etc., ouais, ouais. mais elle ne peut pas se targuer d'une méthodologie universelle pour tous les cas de Ah, figure. donc est-ce qu'on peut pas dire méthode historico-critique? Moi, je parle plus d'approche historico-critique. C'est-à-dire c'est une approche, c'est un positionnement basé sur certains principes, et de ces principes va découler ta méthodologie. Mais c'est quoi? Alors à ce moment-là, c'est des principes philosophiques, c'est des principes parce qu'on peut faire de la science sans cette méthode. On peut faire de la science sans cette méthode, c'est-à-dire que l'approche historico-critique, c'est une façon de faire de l'histoire, ce n'est pas la seule. C'est pas la seule. Elle n'est pas exclusive des autres et elle n'a pas prétention à être la méthode historique par excellence. Pas du tout. Mais par exemple, tu On vas... pourrait le croire. On pourrait le c'est- croire. Oui, oui, on pourrait le croire, mais il ne faut pas le voir comme ça. Ça, je pense que parce que bon, le problème, c'est que les historiens ont tellement le nez dans le guidon qu'en général, ils ne font pas beaucoup de philosophie des sciences. D'accord. Euh, Pas tous, évidemment, il y en a qui sont de très bons épistémologues, mais il y en a d'autres, encore une fois, je ne vais pas citer le nom de l'historien ou de l'historienne en question, mais qui ne saisissent pas les implications de leur propre paradigme, en fait. Et donc qui ont tendance à généraliser trop vite. Mais ça doit absolument pas être le cas. Si tu te lances dans une approche historico-critique du roi Arthur, par exemple, Ouais. c'est pas la même chose que si tu te lances sur une approche historico-critique sur Clovis ou sur Vercingétorix. Et c'est pas la même chose si tu te lances sur le Jésus historique. Et c'est encore pas la même chose si tu te lances sur le Muhammad historique. Là, c'est l'objet qui va faire ta méthode. C'est l'objet qui va faire ta méthode parce que les matériaux vont pas être les mêmes. Si tu Ouais. t'intéresses au Jésus historique, ton matériau principal, ce sera les 4 évangiles, qui disent pas la même chose, mais qui sont quand même liés de façon très complexe d'ailleurs. Il y a des similitudes, il y a des divergences. Ils n'ont pas été rédigés à la même époque. Tu as les apocryphes à côté aussi, que tu vas prendre en compte ou que tu ne vas pas prendre en compte. Tu as les témoignages, par exemple, bon, les noms m'échappent, mais d'historiens qui ont parlé de Jésus d'une certaine façon. Pour Mohammed, tu n'as pas, par exemple, t'as pas un corpus de euh, 4 comptes rendus des 3 derniers jours de la vie de Mohammed, comme c'est le cas des évangiles. Évangile. Tu as affaire à d'autres matériaux. C'est plus fragmentaire, ouais. Mais le Coran en même temps est plus. Bon, Et, c'est et- différent. et le Coran a cet avantage d'être très proche quand même de sa source, ce qui est pas forcément le cas des évangiles dans leur forme finale. Et je te poserai une question de façon peut-être plus directe, du coup. Mhm. Est-ce que la méthode historico-critique peut aider les croyants ou ça n'a aucune importance? Alors, je pense que si on veut adresser l'approche historico-critique à des croyants, il faut la limiter à ce qu'elle peut prouver comme étant faux. C'est-à-dire que l'approche historico-critique ne peut pas dire, enfin, pour des croyants, n'a pas vocation à dire ce qui s'est passé, ne serait-ce que, par exemple, parce que le concept de révélation lui échappe. L'approche historico-critique ne peut pas dire il y a eu révélation ou il n'y a pas eu révélation. Par contre, elle peut dire que des choses sont très vraisemblablement fausses, comme par exemple D'accord. cette histoire de lapidation. Alors, du coup, bon, je ne veux pas te vexer, Hicham. Oui. J'ai bien écouté tes arguments, mais moi, je suis toujours un peu sensible à la tradition et j'estime que cette histoire est sans doute vraie. Sans doute vraie. Bon, Il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où on a reconnu que l'approche historico-critique est une science et qu'elle est de toute façon changeante, peut-être que demain, il y aura un élément qui va nous faire dire, bon, bah, on s'est planté, de Prémar s'est planté, en fait, on a vraiment des raisons de croire que cet événement a eu lieu. L'important, c'est que les gens comprennent que plusieurs méthodes différentes peuvent aboutir à plusieurs conclusions différentes.
Mais par exemple, dans le domaine vraiment traditionnel, tu as des gens comme Adnan Ibrahim qui ont Oh, il n'est aussi. pas si tradit quand même, hein. Il Il est est pas pas. si Oh, tradit. en Oh, tout cas, il c'est est pas un tradit tout en restant à la historico-critique. marge, hein. Ou non, c'est pas un historico-critique, ça c'est sûr. Mais bon, il est pas si tradit que ça, hein. Et je pense que, bon, il s'est beaucoup éloigné. Mais C'est bon, beaucoup éloigné. Mais bon, disons que tu as plusieurs méthodologies différentes, que l'approche historico-critique, c'est une méthodologie. Quand on l'a comprise, et c'est ce que j'essaie de montrer sur LDC, c'est-à-dire que cette approche peut effectivement mettre les croyants dans un certain malaise, parce que l'approche historico-critique ne s'interdit aucune question, y compris la question très compliquée de l'historicité du Coran. ah, Euh, attention, moi, je parle pas dans les boîtes de Pandore. oui, c'est une boîte de Pandore et je parle pas d'authenticité parce que raisonner en termes d'authenticité, c'est déjà tendancieux. Moi, je parle d'historicité, c'est-à-dire est-ce que l'histoire de la mise à l'écrit du Coran s'arrête sous Osman, comme on nous le dit, ou est-ce que ça va un peu plus loin? Donc ça peut mettre mal à l'aise, mais ça peut être aussi un outil intéressant pour des gens qui se disent, voilà, je veux explorer certains textes de la tradition islamique. Euh, Soit je connais les outils traditionnels et j'en veux d'autres, soit les outils traditionnels ne me conviennent pas, ce qui peut être aussi un choix et un droit. Bah, il y a cette approche-là. Et je ferai de mon mieux pour faire en sorte que sur LDC, on voit à quoi ça ressemble le plus possible et que qui de droit continue le travail s'il le souhaite. Je voulais dire aussi quelque chose, et après on finira si tu veux On bien. finira parce que ça fait un peu plus d'une heure, je crois Ça fait déjà. un peu lent, oui. Mais bon, c'était un plaisir quand même. Oui, Mais parfait, je sans voulais faute. juste te dire quelque chose. Mhm, Euh, li- 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 on parle souvent de dialogue interreligieux, mhm, mais on ne parle jamais de dialogue intra-religieux. Je oui. crois qu'actuellement, le plus grand défi pour les musulmans, c'est pas tellement l'interreligieux, c'est plus l'intra-religieux. Les musulmans ne discutent pas entre eux. Ceux qui sont dans une approche dogmatique ne discutent pas, vu que le dogme apporte toutes les réponses à toutes les questions. Ceux qui sont dans une approche plus ouverte ne trouvent pas avec qui discuter, ou du moins les approches sont tellement frontalement opposées qu'il n'y a pas de terrain d'entente, qu'on ne peut pas s'entendre. Et je déplore ça, vraiment je le déplore. Et j'ai envie de dire, euh, si on est amené à cultiver l'intra-religieux, on est amené à essayer de faire converger, je parle là d'un point de vue pas du tout scientifique, mais à essayer de faire converger tous les points de vue. Pour moi, ça me paraît extrêmement important de réunir la diversité des points de vue autour de la même table. Et c'est ça qui peut faire éventuellement la richesse. Et si la tradition, moi je me réclame davantage de la tradition, mais si la tradition a son mot à dire aujourd'hui, c'est autour de cette table. Ce n'est pas en fuyant ou en prenant les autres de haut. Au contraire, c'est en discutant. Voilà. Rien à dire de plus que ça. Je crois qu'effectivement, il faut avoir conscience qu'il y a des gens qui sont sensibles à l'approche historico-critique, d'autres qui sont sensibles à l'approche traditionnelle, que chacun a des arguments à faire valoir, a des opinions à donner, et que effectivement, il faut arriver à en débattre, il faut arriver à en discuter. C'est pour ça que j'appelle encore une fois, s'ils nous écoutent, les imams à discuter avec les tenants de l'approche historico-critique. C'est tout à fait possible qu'on apprenne beaucoup de choses d'eux et c'est tout à fait possible qu'ils apprennent un peu de choses de nous. Voilà. Bon. En toute modestie, c'est bien. Moi, ça me plaît. Bon, ben, on dit au revoir aux membres de LDC. On dit au revoir à tout le monde et on se retrouve pour la suite de ce marathon du Ramadan qui, on est déjà à la moitié hein, quand même, mine de C'est rien. pas mal. C'est pas mal. Tu clignes des yeux, tu es déjà à la moitié. Allez, Tarek, c'était vraiment un plaisir. Un plaisir Je te partagé. remercie encore une fois et Bon, je te merci. dis à bientôt. À très bientôt. À bientôt Slama. tout le monde. Ciao. Salam.